Pour faire des grandes choses, il faut s'entourer des grandes jambes. Docteur Gago. Docteur Gago. Magnon. Aider à c'est ma ville. C'est. Congo du Pita, c'est qu'un bada. Quartier d'amour, cité Bilalang et Titien Bousse Mikang domaine. Aider à c'est ma ville. Quartier gare, quartier Aoussa, village pilote. Moi je reste dans mon bled, je suis pas. Bien. Je vais vous dérouler tout d'abord les articulations qui vont meubler cet entretien de ce matin, cette célébration. Nous aurons tout d'abord l'ouverture et la présentation de l'association Culture, la présentation de la Fédération internationale des professeurs de français. Nous aurons ensuite la première session plénière, c'est-à-dire une table ronde qui se déroulera de façon très simple parce qu'il faut le dire aux uns et aux autres, nous avons tablé sur l'interactivité. Ça veut dire que les uns et les autres auront simplement à réagir face au thème qui va diriger, n'est-ce pas, cette table ronde. Après le tour de table, nous allons échanger avec vous, échanger avec les participants, parce que ici, chacun a quelque chose à dire. On est là pour partager. C'est beaucoup plus ce mot qu'il va falloir garder aujourd'hui, le partage. Parce qu'ensemble, on a une langue qui nous lie, c'est le français. Il va donc falloir que chacun essaye de partager quelque chose pour ce qui est de la promotion de la langue française. Nous aurons ensuite une session, une communication qui sera présentée par M. Christian Kadjop, qui va nous entretenir sur les méthodes formelles et informelles des outils, ressources numériques et formation pour enseigner. Donc il va nous présenter certains logiciels. Vous savez qu'aujourd'hui, on promeut l'enseignement en ligne. Covid-19 oblige. Voilà pourquoi nous avons pensé outiller, n'est-ce pas, nos enseignants, nos apprenants et vous, parce que il faut le dire, c'est la communauté éducative qui est représentée ici ce matin, sur les nouvelles techniques d'enseignement en ligne et particulièrement de la langue française. Nous allons chuter avec le point sur les témoignages. Donc nous allons donner la parole aux uns et aux autres pour nous faire dire ce que le français apporte dans leur vie ou bien ce que le français a apporté dans leur vie. Et comme nous avons aussi des jeunes, nous allons leur demander si demain est-ce qu'ils voudront bien sûr être des enseignants de français, des professeurs de français de demain. Et nous terminerons bien sûr avec un buffet qui vous sera offert. Et nous espérons que tout le monde pourra passer une belle matinée intellectuelle, une belle matinée de français, parce que c'est de ça qu'il est question ce matin. Partager la langue française et la promouvoir. Ici sur ma table, j'ai 3 enseignants, 2 enseignants de français de la nouvelle génération, parce que c'est de ça qu'il s'agira tout à l'heure. 2 enseignants de la nouvelle génération, M. Jean-Paul Jamin, professeur de français au lycée de Duzanguin et particulièrement au collège de Saint-Gérard. C'est un enseignant qui a déjà beaucoup d'années dans l'enseignement et qui est pétri d'expérience et pourra nous apporter du sien tout à l'heure. Juste à côté de lui, nous avons celui-là même qui représente
présente le français au lycée classique d'EDEA, M. Roland Mérimé et Saquet, professeur de français, et doté, n'est-ce pas, d'une expertise en nul autre pareil, il pourra partager ses connaissances ici ce matin avec vous. Et juste à ma droite, lui, tout le monde le connaît, et j'ai la chance d'avoir été son élève. C'est un professeur de français émérite, parce qu'il a vraiment tout prouvé dans l'enseignement du français, ici dans la ville d'EDEA et un peu partout ailleurs. Il est connu, lui, c'est M. Baïk Bedek. C'est un homme qui sonne fort et il faut le dire, c'est quelqu'un qui est petit de talent parce qu'il ne s'arrête pas qu'à l'enseignement. Il écrit des romans, c'est un écrivain et un dramaturge aussi. Donc, son expérience en tant que représentant de l'ancienne génération nous sera d'une utilité incommensurable. C'est de ça qu'il s'agira ici ce matin. Bien. Sans plus attendre, les enseignants et leurs associations pour la francophonie de demain. Ce plan stratégique se concentre sur 3 objectifs prioritaires, à savoir optimaliser le fonctionnaire a été initié et nous en sommes à la 2e édition. Le jour du prof de français rassemble les enseignants de français et aussi ceux qui enseignent en français dans les formations bilingues partout dans le monde. Son objectif, valoriser le métier d'enseignant de français par des activités et des événements pour créer du lien et de la solidarité. C'est un jour d'échange, une date commune, le 26 novembre, un thème commun, nouveaux liens et nouvelles pratiques, projet pour demain. Un site commun qui présente toutes les activités. Donc vous pouvez rejoindre le site juste après l'événement, c'est www.lejourduprofrançais.com. Donc voilà le site que vous pouvez aller visiter juste après notre conférence. D'abord, je dis un bonjour à tous ceux qui ont pris sur eux de mettre de côté une partie de leurs activités pour venir prendre part à ce festin culturel qui consiste à voir en quoi cette langue qui nous a entretenus depuis les premiers pas de notre scolarité jusqu'à ce jour peut encore nous être utile pour voir ensemble aussi ce qui n'a pas marché et ensemble essayer de proposer quelque chose. Parce que tout compte fait, la langue française, elle nous est tombée sous la tête par une décision qui ne dépendait pas de nous. Mais puisque nous voulons aussi avoir notre mot à dire sur le chiquier international, nous n'irons pas avec notre Swahili natal, nous n'irons pas avec notre Bassa ou notre Petit, nous irons avec une langue qui s'entend, s'écoute, se parle à l'international. C'est pour cette raison que cette langue est devenue pratiquement pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui la langue première, ce qui n'était pas le cas hier. Je dis merci déjà aux organisateurs. Je demande à tous ceux qui sont là et qui vont tout à l'heure commencer à s'inquiéter en jetant un coup d'œil dans la salle et se poser la fatidique question de savoir pourquoi il n'y a pas affluence. Je leur dirai tout simplement que la science est née comme ça, elle est élitiste. Depuis les premiers jours de la pédagogie, ce n'est pas n'importe qui va à l'école. Ça veut dire que même si on avait décidé d'organiser cet événement dans un marché, vous auriez toujours vu des gens tourner la tête d'un côté, du côté qui n'est pas le nôtre. Tout le monde n'a pas un intérêt pour ce qui
vous intéresse. Pour répondre à la question qui m'est posée, j'avoue que je ne me suis pas particulièrement préparé. J'ai posé cette question aux organisateurs s'il fallait que je prépare un papier. Peut-être ont-ils eu peur que je ne lis trop la langue. Peut-être pas à la distance du pangolin qui va à la chasse, mais peut-être à la distance qui m'est toujours convenable. Ils ont préféré que je vienne ici oralement vous dire quelque chose. Lorsqu'on me classe parmi les anciens, je dis merci. Aujourd'hui donc, je peux vous dire après 36 années de crainte, l'expérience qui est la mienne, et comment nous autres avons passé ce temps. Je peux classer mon séjour dans les salles de classe en 3 grands moments. Le premier moment, c'est le moment où je suis élève et où je rencontre des gens qui m'enseignent dans une seule langue qu'on appelle le français. À ce moment, l'enseignement de la langue française se faisait à la chicotte, parce qu'il était interdit à l'école déjà de parler sa langue dite vernaculaire ou langue maternelle. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt qu'elle nous est tombée par la tête ou sur la tête. Celui qu'on surprenait en train de dire bonjour en sa langue était puni. Ce qui veut dire que nous étions contraints de parler cette langue, de nous exprimer en elle, d'écrire par elle, de tout faire avec le français. Même à l'arrivée, à un moment donné, il était difficile de se laver loin de l'école et de demander un morceau de savon à son frère dans une langue autre que le français. On avait peur d'être accusé à l'école le lendemain. Puis, l'enseignant à l'époque, c'était l'homme qui représentait pour l'apprenant une divinité. Parce que déjà le fait, pour l'apprenant, l'élève que j'étais, de voir quelqu'un qui s'exprime couramment dans une langue qui n'est pas la sienne, relevait d'un mystère. Relevait aussi, il constituait cet enseignant pour l'attraction. Et il faisait des émules. Lorsqu'on allait dans les points publics, c'est lui qui s'asseyait à côté du sous-préfet, de l'autorité administrative, parce que c'est lui seul qui comprenait la langue que parlait le grand administrateur blanc et qui était capable de traduire aux indigènes ce que disaient les autres dans leur charabia. Il maîtrisait donc pour beaucoup la langue des dieux. Et comment l'enseignait-on? D'abord la grammaire. On ne l'a pas apprise à la maternelle comme vous, c'est-à-dire depuis la maison, depuis le sein de votre mère, beaucoup d'entre vous n'ont entendu que le français. On les a grondés en français quand ils ont pincé sur le sein de maman. On les a insultés en français quand ils ont cassé une assiette. On les a envoyés se laver en français. On les a envoyés chercher du pain à la boutique en français. Et ils s'habituaient ainsi à entendre parler français. Ils apprenaient à parler français oralement, avant même d'avoir vu comment ils s'écrivent ce mot qu'ils exprimaient oralement. C'était le premier pas. Et il ne s'inquiétait pas, ce petit parleur, de savoir si ce qu'il disait était dit dans le respect de la norme. Non, ce n'était pas son problème. C'est à l'école qu'il apprend désormais à découvrir la norme et à la respecter. Et il se posait déjà un premier problème.
ce qu'il a appris à la maison était carrément remis en question à l'école par la norme. Parce que papa n'était pas forcément quelqu'un qui a fait la bonne école. Il pouvait être quelqu'un qui a appris le français au marché, qu'il a appris sur le tas, qu'il a appris à coups de fouet à l'époque de la déportation, quand on les amenait aux travaux forcés pour faire le chemin de fer. Il a appris en écoutant son patron blanc, entre guillemets. Et il s'est dit, il faut que mon enfant parle cette langue pour devenir comme ce patron blanc. Et lui-même, il a commencé à lui parler à la maison. Mais quand cet enfant va à l'école, il rencontre quelqu'un qui est debout devant lui, qui est bien habillé, avec sa chemise enfilée, avec sa chaussure bien cirée. Il porte un cartable à la main, mais à l'intérieur du cartable, quand il ouvre devant son bureau, il sort des livres, il sort une barre de craie, mais il sort un enseignant muet, maître des articles, la chicotte. C'est cet enseignant qui imposait le silence pour permettre à l'enseignant de français de passer la science. La première leçon, l'écriture. Beaucoup de nos élèves aujourd'hui ne savent pas écrire. Les enseignants ont de la peine à déchiffrer le galimatias qu'ils laissent glisser sur leur papier et qu'ils appellent écriture. À qui la faute? Puis après l'écriture, du maître au tableau, il fallait apprendre à déchiffrer ce qu'il avait écrit. La lecture. Il fallait être là pour voir comment cet enseignant, cet instituteur tambourinait sur ce crâne tendu qui scintillait à l'huile du palmiste. On en était bien fiers. Et après la lecture, il fallait répéter après le maître. Et on le dit si bien, la répétition, c'est la mère des enseignements. Et l'adage le dit bien, c'est en tombant plusieurs fois au même endroit sur la pierre que la goutte d'eau finit par y faire un trou. Et c'est par ce trou que passera le casseur de pierre pour introduire sa dynamite qui va faire exploser cette roche. Il fallait donc que l'enseignant répète chaque fois, faire répéter chaque fois les mêmes mots, les mêmes lettres. Il fallait qu'il tienne la main de l'apprenant dès les premiers jours pour lui apprendre à former les lettres. Et au bout de son cycle préparatoire, on lui rappelait chaque fois qu'il devait former sa phrase et les mots de celle-ci. Une écriture bien appliquée doit former des pleins et les délier. Puis l'enseignant de français passait à la leçon qui constituait désormais non seulement à bien écrire les mots, la leçon d'orthographe, l'orthographe des mots qu'il va utiliser à longueur de journée, orthographe d'usage, puis la leçon d'orthographe sur l'accord des mots, orthographe grammaticale. On ne dit pas les macabots sans mettre S à la fin. On ne dit pas les enfants mangent sans mettre ENT à mange à la fin. Et il fallait qu'ils le reprennent, qu'ils le réécrivent. La répétition. Puis alors, il fallait qu'il sache à quel moment il faut mettre ENT. On a amorcé la leçon de grammaire. Ah, la leçon de grammaire. Ça veut dire que cette langue qu'on nous apprenait était normalisée. On découvrait dans les livres. Et on avait ce qu'on appelait à cette époque la grammaire par l'observation. Le cours du soir NAM.
Le soir, Institut Matin fait le jour à Yaoundé. Il doit professer, puisqu'il a fait des études supérieures de langue française, lettres modernes françaises, option esthétique des genres littéraires. Il faut qu'il essaye de restituer cela, d'aider les jeunes qui veulent aussi s'aventurer dans la compréhension de cette langue et dans son usage. Il est enseignant. Voilà une carrière qui commence. Et comment se faisait-elle? Il trouve un programme déjà là. Et là, dans les années 80, nous sommes encore dans la première phase. La chicotte est encore présente dans les salles de classe. Mais cette présence est de moins en moins active. Parce que cette nouvelle génération qui a subi cette chicotte ne veut plus voir la jeune génération la subir avec la même verve, avec la même envergure, avec la même profondeur. On ne veut pas que l'apprenant, le nouvel apprenant que nous autres avons rencontré, soit toujours là, à trembloter devant la chicotte, à répondre à la chicotte plutôt qu'à répondre à l'enseignant, à réciter, à bachoter comme un perroquet plutôt qu'à comprendre. Parce qu'on faisait la faute, et quand on posait la question à celui qui commet la faute, il était capable de vous dire ce qu'il fallait faire. Et on comprenait alors que peut-être la peur de la chicotte l'a contraint à faire la faute. On a commencé à se débarrasser de cette chicotte. Mais le français s'enseigne. Et comment à l'époque? D'abord, les livres ne sont pas imposés par le politique. C'est les enseignants qui choisissaient le livre. Et ils étaient accompagnés par les inspecteurs. Les notes de l'enseignant de français, les notes administratives de l'enseignant de français ne lui étaient pas données par l'administrateur. Non. Elles étaient attribuées par l'inspecteur qui suivait son enseignant. Aujourd'hui, la notation administrative n'existe même pas, mais je l'ai subi aussi. Et j'ai constaté que lorsque on a constaté que c'est l'administrateur qui doit noter le pédagogue autour d'une bière pouvait bien négocier sa note. L'inspecteur n'avait plus sa place à côté de lui. Il se sentait désormais capable de faire n'importe quoi et de se faire couvrir. Puis la politique est venue. Dans les années 90, les programmes ont changé. Ils sont imposés maintenant par le pouvoir politique qui débarrasse le contenu de sa valeur culturelle pour en faire désormais un élément de propagande politique où on n'enseigne plus, on vous dit que c'est le patriotisme qu'on enseigne. L'élève ne sait plus dire bonjour à quelqu'un. On vous balance un bonjour comme on jette un caillou dans la brousse. Vous vous retournez, vous ne savez même pas qui on a salué. Je vois des élèves dans la salle, ils savent de quoi, ils comprennent de quoi je parle, parce que je les rencontre chaque fois. Bonjour. Bonjour qui? Bonjour monsieur. Parce que culturellement, moi j'ai appris, à travers mon enseignant de français, que dans la salutation, il y a l'identité de la destination de cette salutation. Et à travers cette identité, il y a un jugement qui accompagne la réception de cette salutation. Lorsque vous me dites « Bonjour papa », je sais que c'est mon enfant qui m'a salué. Et la réponse que je vous donne est la réponse d'un parent à son enfant.
ça peut être une bénédiction, parce que j'ai le devoir de bénir mes enfants. Ça peut être une orientation, parce que j'ai le devoir culturel d'orienter mes enfants. Mais lorsque vous me dites « Bonjour tonton », je sais que c'est mon neveu. Je peux le classer parmi les gens qui ne m'ont pas puisé de l'eau la semaine dernière, qui ne veulent pas venir me rendre visite à la maison parce qu'il y a quelqu'un, le voisin, qui leur a interdit ça. Et je peux leur refuser les bonbons, ou de leur acheter le bic qui leur manque. Mais quand vous dites bonjour, vous avez salué qui? Et il en va de même à l'école. Lorsque vous entrez dans votre salle de classe, vous êtes en retard, vous regardez votre professeur, vous lui dites bonjour. Vous ne l'avez pas salué, mon enfant. Dites bonjour, monsieur. Pour évoluer dans leur formation, pour améliorer leurs leçons, pour varier leur style même devant leurs apprenants, parce qu'il y en a qui reprenaient les classes et se retrouvaient devant les mêmes enseignants. Il fallait éviter de revenir sur les mêmes choses, avec les mêmes mots. Ça faisait un enseignant vulgaire, au point où certains apprenants disaient « il a ouvert son vieux cahier, il redit toujours la même chose. Moi, je ne peux même pas venir là-bas parce que j'ai déjà ça dans le cours de l'année passée. » La France nous a aidés. Tout le monde n'a pas pu avoir la radio. Le jeune enseignant de français que j'ai été a suivi, tous les matins à 6 h, avant d'aller à l'école, une émission sur la langue française et ses mutations qui passait à RFI. Tous les matins à 6 h, on avait 30 minutes pour ça. Et je relevais ce que je trouvais important pour mes élèves. J'en faisais un petit journal mural pour les amener eux aussi à renouveler leur vocable, leur expression. J'ai l'impression que cela n'existe plus même en France aujourd'hui. Mais on peut le ressusciter chez nous, parce que lorsque c'est bien, il faut le garder pour soi. Si quelqu'un vous donne un morceau d'éléphant et que vous le gardiez sur votre clé, si 6 mois après il vous dit « lui il est déjà interdit de consommer la viande de l'éléphant, n'allez pas jeter votre viande. Consommez la vôtre, elle est à vous. » Ce qui est bien, il faut l'accepter, il faut le garder pour soi. Puis alors, après cette époque, nous sommes entrés à l'époque des approches pédagogiques. Les approches par les objectifs. La leçon devait s'introduire désormais par l'inscription des approches au tableau. On définissait l'objectif à atteindre. La progression déterminait l'objectif général. Objectif pédagogique général, OPG. Puis alors, dans le département de français, l'animateur pédagogique réunissait ses pairs. Il définissait maintenant les OPO et les OPI, l'échange, et après l'échange, on allait en classe. Qu'est-ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, le professeur recopiait au tableau ce qu'il avait dit et qui lui était rappelé par les apprenants avec lesquels il était sur le terrain tout à l'heure. Puis la deuxième phase, on ne va plus dehors. Les objectifs sont préparés par l'enseignant. Il a sa pâte à modeler en classe, son élève. Il va lui insuffler comme une sonde ou une poire ce qu'il a préparé pour lui. Et il écrit la leçon au tableau. Est-ce que les objectifs sont atteints? Oui, l'objectif est atteint par l'enseignant parce qu'il a épuisé sa leçon. Mais est-ce que l'objectif est atteint par l'élève? On a trouvé que les résultats ne donnaient pas.
On a dit non, c'est la baisse des niveaux. On a commencé à dire c'est peut-être parce que les parents sont devenus pauvres. Parce que la crise économique est là. On a dit non, pour améliorer, il faut changer les objectifs. On est entré dans les objectifs par les compétences. Et quand il y a des objectifs par les compétences, on dit avec introduction par une situation de vie. Vous pouvez nous enseigner le français à la maternelle. À un enfant qui ne sait aucune situation de vie, qui ne se souvient même plus de comment tenir le sein de sa mère pour téter. Quelle situation de vie connaît-il réellement? Puis vous amenez un enfant de la ville dans une salle de classe au lycée d'EDA et vous lui parlez de la pêche. Il lui est interdit d'aller au marché de bord pour être proche de la Sanaga et regarder les pêcheurs, de peur de se noyer parce que les parents ont peur. Quand vous lui parlez de la pêche, tout ce qu'il a de la pêche, c'est son souvenir du cours de géographie sur la pêche que son professeur lui a appris. Le pauvre professeur de français qui est devant lui va prêcher comme un pasteur dans son église devant cet élève qui n'est même plus la caisse de résonance de la deuxième phase de notre révolution dans l'enseignement du français. Voilà ce que l'école est devenue. Moi, je crois personnellement, au fond de la retraite où je me trouve, non, je ne suis pas au fond. Dans la deuxième phase, dans la troisième phase de ma vie où je me trouve, la phase d'élève est passée, la phase d'enseignant est passée. Maintenant, je suis à la phase de l'observation des enseignants et des élèves pour voir ce que vous faites de ce que nous vous avons laissé. Et quand vous m'appelez comme ceci, je dois venir pour vous écouter. Peut-être que je n'ai pas été à la hauteur, mais je ne voudrais pas monopoliser le crachoir. Peut-être aussi que, comme vous avez dit, c'est une séance interactive qui va nous permettre de construire les jours à venir. Peut-être que dans les échanges tout à l'heure, les bonnes questions seront posées pour solliciter les vraies réponses, les bonnes réponses. Je ne vais pas non plus épuiser tout ce que j'ai, de peur de vous dire quelque chose qui risque de bloquer la question que j'attends de vous. Merci. Le monsieur a aux compétences, n'approche pas. Bonjour, cher public. Moi, c'est monsieur Jean. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été moulé dès l'école primaire, mais davantage moulé au secondaire lorsque j'ai été en contact chaque fois tout le temps avec M. Maïbert. Il a dit tout à l'heure que les enseignants de français aiment bien les anecdotes. Année 2000, année 99-2000, je pense bien, si j'ai bonne mémoire, je suis en 4e espagnol au lycée bilingue d'EDA. Et je suis le collaborateur de M. Maïbert. Un grand collaborateur. Parce que est surveillant général, et moi je suis chef de classe. C'est bien ça. Et un jour, alors que son bureau juste notre salle de classe, nous sommes dans un cours de 14 heures. Il arrive là, il me demande de relever les noms de là-bas, parce qu'il n'arrivait plus à travailler dans son bureau. Ce que je fais. Mais en 4e, j'étais encore plus petit physiquement. Trop petit d'ailleurs. Je suis donc le chef de classe, mais dans la salle, il y a des gaillards qui m'intimidaient un peu. Mais en bon chef, j'ai décidé de ne pas être partial. J'ai relevé les noms de tous ceux qui troublaient M. Maïbert dans son travail.
Et l'un des gars qui avait constaté que son nom figurait dans la liste des cavards l'a déchiré. Que faire? Je suis allé voir mon collaborateur. Je lui ai fait part de la situation. Il est arrivé dans la salle de classe. Tout commencé. Il m'a demandé de désigner ce jeune homme-là. Et c'était un gars assez costaud. Voici ce que Bayebelek ou M. Bayebelek dit à ce jeune homme. Monsieur, un chef de classe, c'est un chef de classe. Aussi minimum qu'il soit. Aussi minimum qu'il soit. Je me suis bien demandé toujours comment est-ce que le surveillant de la pourrait me traiter de minimum. Enfin, à cette époque, je ne comprenais pas exactement ce qu'il voulait dire par là. Un chef de classe est un chef aussi minimum qu'il soit. Et mon goût, très avancé pour le français, je peux vous dire que dès ce moment-là, j'ai commencé à aimer davantage cette langue. La langue française est une belle langue. J'allais dire, est une langue belle. En fait, en français, c'est sous son contrôle et sous le contrôle des collègues qui sont là. L'adjectif qualificatif antéposé n'a pas la même signification que l'adjectif postposé. Alors, nous disons que la langue française est belle. C'est une belle langue et surtout une langue belle. J'ai souvent l'habitude de comparer le français à la langue Bassa. Ici, Bakobo, c'est vrai à 100% d'ailleurs. Mais j'aime la langue Bassa. J'adore la langue Bassa. Parce que j'ai remarqué une chose, avec le Bassa, l'homme est capable d'exprimer exactement ce qu'il a envie de dire, ce qu'il ressent, ce qu'il pense. C'est-à-dire que le Bassa a tous les mots pour dire ce qu'on veut dire. Et par analogie, j'ai constaté que la langue française permet également, il a dit tout à l'heure, la classe inversée donne davantage de pouvoir à l'élève, donne davantage de travail à l'élève. Tout à l'heure, peut-être dans le jeu de questions-réponses, il sera question d'apporter quelques détails. Pour l'instant, nous préférons être superficiels. Alors, cette nouvelle pédagogie a quelque chose de négatif. On dit quelque chose, ça devient masculin. On dit bien une chose, mais quelque chose est masculin. Il y a donc quelque chose de négatif dans la nouvelle approche par compétence, notamment sur le plan disciplinaire. Si avant la chicotte était un élément de régressement des mentalités des apprenants, aujourd'hui, avec l'absence de la chicotte, l'école devient la jungle. Et l'école devient la jungle, l'enseignant se trouve exposé au risque. Lorsque je dis risque, parce qu'aujourd'hui, il suffit de punir un élève en lui donnant peut-être une gifle, un coup de fouet, et l'on se retrouve devant le procureur. Je parle en connaissance de cause. J'ai suivi cela il y a 2 ans, à 10 ans. J'ai donné 5 coups de fouet à un élève. Son parent est allé photographier la partie musculeuse et est venu me menacer devant mon principal. J'ai dû, pour calmer le parent, débourser une somme de 150 000. Et en vraiment donné 5 coups de fouet, j'ai dépensé 150 000 francs pour réparer le tort que je mets entre guillemets. Donc l'enfant est exposé
au risque et surtout au danger. Ce n'est plus à prouver. Les enseignants sont exposés au danger. Et il y en a même qui passent pour lui à des pas, victimes de leurs apprenants. Je suis dans un lycée technique, le lycée technique de Guerre, ici à Congo. Je peux vous dire que là-bas, ça fait déjà 6 ans, nous vivons dans une véritable zone. Dans la salle de classe, dès que tu as dit à un enfant de 2e, 3e année de se mettre à genoux ou de sortir de la salle de classe, s'il n'obéit pas, tu passes et tu continues ton cours. Ces enfants ont toujours par derrière eux des poignards. Je le dis en connaissance pauvre. Ça, c'est aussi les conséquences de la nouvelle pédagogie. Aujourd'hui, l'enseignant est exposé, est en danger, pendant que l'élève a tous les droits et aucun devoir sont venus. Aucun devoir. Et à environ 2 semaines, nous avons eu un séance de travail des animateurs pédagogiques de la zone de Sanguin. Nous avons eu un séminaire avec le conseiller pédagogique pour la Sahara maritime qui nous a fait comprendre qu'il n'y a plus de punition possible, encore moins plausible, à infliger à un apprenant. Aucune punition. Même pas se mettre à genoux. Ça ne doit plus exister. Alors on se demande que faire avec les élèves que nous avons aujourd'hui, que faire avec la réalisation que nous avons, que faire. Alors, je ne vais pas trop m'étaler sur cet aspect des choses, comme je l'ai dit tantôt, mais avant de chuter et de passer la parole à quelqu'un d'autre, j'aimerais partager un peu mon expérience personnelle avec les apprenants qui sont là. Si j'ai réussi en français, je peux dire, c'est parce que j'ai adopté certaines techniques d'apprentissage du français. Parce qu'on n'apprend pas le français comme on apprend plutôt le marché. Vous avez l'habitude de dire, je ne connais pas de citation, je ne connais pas la signification de tel mot, de telle expression, c'est parce que les apprenants attendent tout de l'enseignant. Et pourtant, il est censé vous donner un maximum de 70% de ce qui est inscrit dans le programme et le reste doit être complété par vous. Alors, qu'est-ce que je faisais en classe de seconde à 4 espagnol au lycée bilingue, année scolaire 2000-2001? Les dernières pages de mon cahier de français constituaient mon dictionnaire personnel. Qu'est-ce que cela veut dire? À chaque fois que je rencontrais un mot nouveau, une expression nouvelle, je les recopiais quelque part. Arrivé à la maison, je regardais la signification du mot dans le dictionnaire. Et dès lors qu'il y avait la signification au sens propre, au sens figuré, je faisais tout et pour tout que le lendemain, arrivé en classe, dans une conversation avec les camarades, que j'introduise à tout prix ce mot que j'ai vu quelque part hier dans le dictionnaire, dans une conversation. Et lorsque je faisais 2-3 fois dans la conversation, le mot demeurait éternellement dans ma mémoire. Sur le plan de la signification et sur le plan de l'orthographe. Dès que vous avez rencontré un mot nouveau, notez-le quelque part, vérifiez dans un dictionnaire et faites tout pour l'employer régulièrement dans vos communications en ami. C'est comme cela que le mot s'incrustera dans votre mémoire. Qu'est-ce que je faisais des citations? À l'époque, il y avait encore des appareils d'enregistrement avec cassette audio. Alors, lorsque je pouvais m'en acheter un, ça coûtait dans les 3000, la cassette vieille c'était dans les 300, 400.
j'enregistrais les citations. Je les enregistrais. Et à l'aide de mes écouteurs, même lorsque je faisais la vaisselle, la lessive à la maison, je réécoutais chaque fois tout le temps ces citations. Et cela devenait comme une chanson. Aujourd'hui, capable de chanter en anglais, sans même connaître la signification des paroles. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies. Vous avez les téléphones, avec des mémoires assez denses. Vous pouvez enregistrer même beaucoup. Les citations des auteurs en français, en philosophie. Et quel que soit le milieu que vous trouvez, avec vos écouteurs, vous écoutez, vous réécoutez ces éléments-là et qui pourront vous aider un jour. Et pour terminer, lorsque les élèves me demandent comment faire pour devenir fort en français, je leur dis qu'il y a plusieurs secrets. Mais le premier, c'est l'amour pour la lecture. Lire tout, n'importe quoi et partout. Tout, n'importe quoi et partout. Dès que le boutiquier du quartier a emballé pour vous le faire avec un papier, soyez curieux, vérifiez ce qui est écrit là-dessus. Vous pourrez découvrir un mot nouveau qui un jour pourra vous aider quelque part. C'est dans une évaluation. Il y a une œuvre qui était au programme il y a quelques années. On a reçu l'année dernière. Belle année. Lorsque je suis à l'université, on va passer la parole. Bonjour, chers invités. Bonjour, chers élèves. Bonjour, chers collègues. Nous allons, au même titre que les autres, essayer de parler de l'approche par compétence, de dire ce que c'est que l'approche par compétence et d'essayer de faire une comparaison entre l'approche par compétence et l'approche par objectif. Alors, mes prédécesseurs ont évoqué un certain nombre de faits. Je vais aller dans le même sens qu'eux et je vais ajouter en disant que le français, c'est une langue qui a beaucoup de variations et qui est très riche. Les mots ont des significations dans un contexte précis parce qu'ils sont vides d'eux-mêmes. J'ajouterais que une langue variée et une langue riche parce que, en tant que langue d'apprentissage, M. Baïbedek nous le faisait déjà savoir qu'on a commencé par l'observation, on est arrivé à l'approche par objectif et aujourd'hui on est à l'approche par compétence. Ce que je vais dire, l'approche par compétence, c'est un référentiel de savoir où nous avons des savoir-être, des savoir-faire et des savoirs. La différence entre ces deux approches au niveau du français, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'enseignant qui était l'homme à tout faire dans l'approche par objectif. C'est l'enseignant qui était le maître. Il était au centre de tout, au lieu que l'enseignant soit au centre des enseignements. C'est l'enseignant était celui-là qui venait avec des enseignements remplir la tête de l'élève, parce que l'élève était ce qu'on appelait une tabla. C'était quoi encore? Tabula rasa. Une tabula rasa, c'est-à-dire une boîte qu'il fallait remplir. Alors l'objectif c'était quoi? L'enseignant facilitait la communication et il avait des activités déjà planifiées. La tête de l'apprenant étant une boîte vide, il fallait la remplir. L'erreur n'était pas permise. Et lorsque un apprenant faisait une erreur, comme disait l'aîné tout à l'heure, il devait être sanctionné et cette sanction était faite par le fouet. Et les enseignants nous disaient toujours que notre cerveau est plutôt au niveau des fesses et c'est là-bas qu'il fallait constamment taper pour qu'il se réveille.
Alors, un accent était mis sur la mémorisation. Il fallait mémoriser les cours sans les comprendre. On ne comprenait pas, on mémorisait juste. Ce qui fait que ces cours ne pouvaient pas être appliqués dans la société. Il est bien vrai, beaucoup ont réussi par cette approche parce que c'était une approche rigide et dynamique. Beaucoup ont réussi. Le maître était là avec le fouet. À la maison, les parents avaient le fouet. Ok. L'approche par objectif vient changer cette manière de voir les choses. L'enseignant n'est plus l'homme à tout faire, c'est-à-dire celui qui détient le monopole de la connaissance. Mais l'apprenant est au centre des apprentissages. C'est lui qui construit le savoir. Ce n'est plus l'enseignant. L'élève ici devient très curieux et capable d'initiative. Ce n'est plus l'enseignant qui amène les initiatives, mais c'est l'élève qui devient curieux et propose même des initiatives. Alors, nous allons par exemple dans l'enseignement nouvelle du français, c'est-à-dire l'approche par compétence, nous constatons que l'enseignement ne se fait plus de n'importe quelle manière. Aujourd'hui, si nous prenons l'exemple de la classe de 6e, les modules sont définis. Nous avons, le premier module, c'est la vie quotidienne. La vie quotidienne. L'apprenant doit connaître tout ce qui se passe dans son entourage, au sein de la famille et au sein de son établissement. Des cours sont définis pour amener l'apprenant au sortir de ce module d'avoir des connaissances, pas seulement des connaissances qui lui remplissent la tête ou une tête pleine, mais l'apprenant a des compétences qui lui permettent de résoudre des problèmes dans la vie quotidienne. Je prends l'exemple par exemple d'une lettre. Aujourd'hui, avec l'enseignement par compétence, au niveau du savoir à acquérir, si lorsque nous enseignons le français et nous parlons de la lettre, lorsque nous définissons la compétence qui est celle de savoir, l'apprenant produira une lettre privée. Alors, au sortir du cours, l'apprenant, la compétence qui se juge après, c'est que l'apprenant est à même de réaliser, de produire une lettre privée. Avant, on apprenait les lettres à l'école et on n'arrivait pas à s'exercer et à les produire. Aujourd'hui, avec l'approche par compétence, la compétence recherchée est que l'apprenant, au sortir du cours, soit à même de produire une lettre. Les enseignements par compétence amènent l'apprenant non seulement à s'exercer, mais à pouvoir réaliser cela dans sa vie, dans les situations problèmes. C'est ce que nous appelons les situations problèmes, c'est-à-dire les situations authentiques de la vie. L'apprenant aujourd'hui est confronté à certaines situations de la vie et les activités ou bien les enseignements apprentissages amènent l'élève à pouvoir résoudre les problèmes dans la société. Alors, avant, on a fait l'école et on est arrivé à un moment où la tête pleine, on n'arrivait pas à se réaliser devant les obstacles. On utilisait les mots à tort et à travers. Je me rappelle encore un de mes camarades qui, un jour, il lisait un bouquin et il a vu
un mot, Stéphanie, avec ton regard. Et lui, quand il a reproduit cela après, lorsqu'il a rencontré une de nos camarades de classe, il lui a dit, avec ton regard stéphanique, ça n'avait plus le même sens. On constate que les activités, l'apprentissage par objectif, c'était un apprentissage dynamique, mais ce n'était pas un apprentissage qui venait résoudre les besoins de l'apprenant. Aujourd'hui, l'apprentissage par compétence vient permettre à l'apprenant de se réaliser dans la vie, de se réaliser face aux difficultés de la vie, de pouvoir rédiger une lettre officielle sans l'apport de qui que ce soit, de pouvoir rédiger une lettre officielle ou privée sans l'apport de qui que ce soit. Je suis ce que je suis. Parce que si je commence à me présenter, ça va être un peu compliqué que je puisse donner tout ce que je suis pour le moment. Je vais commencer par dire que j'ai toujours aimé la langue française. C'est la raison pour laquelle j'ai opté pour autre chose. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi est-ce que je ne suis pas enseignant de français et pourquoi est-ce que je ne suis pas expert en la langue. Ce qui est sûr, c'est que je suis quelqu'un qui pratique au quotidien la langue française à sa manière, peut-être pas comme un expert ou alors peut-être pas comme un professeur de français. C'est d'ailleurs ce qui justifie ma présence ici en sérieux en ce moment. Je voudrais parler de M. Albert Florent Bayou-Belec, qui a été mon professeur au lycée classique d'Edea entre 1992 et 1993. Certains n'étaient pas encore nés, ou alors n'étaient même pas dans le programme de licence. À ce moment, tout le monde faisait la dissertation qui était le sujet 1. Le sujet 2 était le commentaire composé et le sujet 3 était la contraction de texte. Très bien. Et on disait toujours division 1, division 2. Et quand il est arrivé, il s'est rendu compte à la première évaluation que tout le monde faisait soit la dissertation, soit le commentaire composé. Alors, il était très ahuri et il a dit ce jour, en remettant les copies, à partir de la prochaine leçon, je vais faire de vous les gens qui partent de la 3e division à la première. C'est comme ça qu'il nous a donné des techniques pour contracter les textes et pour pouvoir faire un résumé. Nous avons, moi particulièrement, j'ai eu 15 obrogatoires en français cette année-là, ce que je n'avais pas eu au préalable. Lorsque je suis arrivé en classe terminale, tout le monde faisait soit la dissertation, soit le commentaire composé. Dans cette classe, on était très peu nombreux à faire la contraction de texte. Et je veux donc vous dire pourquoi est-ce que je ne suis pas devenu professeur de français. Parce qu'au baccalauréat, j'ai eu 13,5 en français. Et à l'époque, quand il fallait faire lettres bilingues ou anglais, il fallait avoir 14 en anglais. Et quand il fallait faire lettres modernes françaises, il fallait avoir 14 en français. Je suis arrivé à l'université de Douala et on m'a dit, vous n'êtes pas éligible dans aucune des langues ou alors aucune des options que vous avez choisies. Alors je me suis rabattu directement en histoire et je suis devenu historien. Je voudrais parler de deux choses de droit. La première, c'est que M. Bayou-Belec, le fouet nous a forgés parce que c'était nous, parce que nous mangions le manioc et l'huile, parce que nous avions des anticorps très solides, parce que nous étions ce que nous sommes, parce que nous étions capables d'être mis à genoux sous le soleil pendant 1 heure sans que cela ne puisse nous émouvoir. Aujourd'hui,
ce n'est pas toujours le cas. Je voudrais dire à M. Itali que vous avez dit tout à l'heure que l'enseignant est maligne, c'est-à-dire il est le maître. Comment est-ce que vous avez dit que dans une langue, la langue maternelle a d'abord une propre signification avant d'attaquer la langue étrangère? Comment est-ce que la classe inversée peut avoir une place dans un milieu où les enfants n'ont pas la possibilité déjà de savoir ce que c'est que leur propre langue? Les élèves ont des droits, c'est vrai, ils n'ont pas de devoir, mais qui en est responsable? C'est ça également la question. Il faudrait dire, je voudrais résumer pour vous répondre que l'approche par les compétences, c'est une grosse mascarade. Je vous prends un exemple très simple. Les activités d'intégration intermédiaire constituent 75% des éléments de l'évaluation future qu'on devrait donner aux enfants. C'est pour leur donner une évaluation avant, pour qu'ils puissent se préparer. C'est comme si on est en train de leur donner deux évaluations, une évaluation en deux. C'est-à-dire, on la corrige ensemble et puis on la leur donne un peu plus tard. Quelqu'un a appelé cela une approche d'aboutissement et camerounais. Je voudrais vous apprécier et je voudrais vous dire quelque chose de très bien. Parce que franchement, la technique par les citations que vous avez adoptée, elle est vraiment originale et j'aimerais bien que les enfants qui sont là et que moi-même, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à mettre en pratique. Parce que tenez-vous tranquille, j'ai fait la terminale une fois entre 1993 et 1994. Je vous en prie, on avait l'un des plus grands professeurs de philosophie du département de la Sénégal-Maritime, M. Atama Costo. Il expliquait très bien la philo, mais j'ai passé tout mon temps à avoir 4 en philosophie, tout simplement parce que, étant un élève sérieusement turbulent, je n'ai pas pu rassembler dans ma tête et retenir les citations. Vous aviez là une très belle technique qui vous a permis et qui devrait permettre également aux élèves d'aujourd'hui de pouvoir en profiter. Monsieur Essaké, je voudrais vous dire que la mémorisation, à notre époque, était... On n'avait pas besoin de pouvoir l'appliquer en société. Non, nous travaillions et nous mémorisions, tout simplement parce qu'on avait besoin de pouvoir faire quelque chose. La première satisfaction que nous avions, elle était d'abord interne. Nous aimions répéter ce que le maître nous a dit. Et la deuxième satisfaction, c'est d'aller le lui remettre, le lui redire, dire à l'enseignant ce que tu nous as dit, nous te le remettons. Et on était satisfait quand il disait applaudissez pour lui et tout le monde applaudissait. Je voudrais vous dire que la situation problème que vous avez évoquée tout à l'heure fait problème effectivement parce qu'on n'a pas besoin de situation problème. M. Bayou-Bedek Abel Florent est un professeur de français, il vous l'a dit tout à l'heure et il est toujours passé par les anecdotes pour pouvoir nous montrer ce que c'est que la situation problème. On n'a pas besoin qu'on puisse la crier, on n'a pas besoin qu'on puisse l'avoir quelque part, non. Par une anecdote, par quelque chose, par une expérience vécue, on peut effectivement passer par une situation problème. On n'a pas besoin de passer par une approche d'aboutissement des Camerounais. Nous étions soumis, M. Saké, à des exercices constamment. Nous travaillons d'arrache-pied et je voudrais vous poser 2 questions pour terminer. Est-ce que la société d'hier ou d'aujourd'hui ont changé? Si oui, qu'est-ce qui fait leur différence? Et je voudrais vous dire que l'ABC est juste encore théorique, car même ceux qui l'ont forgé, même ceux qui l'ont apporté, la modifient tous les jours
je tiens à vous rappeler que je sors d'un séminaire d'histoire-géographie ECF. La matière que j'enseigne il y a 2 semaines au lycée de Guittet, c'était encore une autre innovation qu'on a apportée. Vous comprenez que ceux qui l'ont fait disparaître à l'école primaire, ou alors presque disparaître à l'école primaire, vraiment, ils n'avaient pas tort. Je vous remercie et ça fait plaisir de vous avoir écouté. À partir du français, on peut facilement apprendre la langue maternelle, mais le contraire n'est pas très possible. Ça, c'est mon avis et je le dis d'expérience. Lorsque votre enfant maîtrise déjà le français, il peut facilement assimiler sa langue maternelle. Revenons sur la deuxième préoccupation et je vais répondre après votre permission de façon péremptoire. Les élèves, je leur dis, comptent tous les droits aujourd'hui et aucun devoir. À qui la faute? Demandez-vous. De façon péremptoire, comme je disais, la faute aux politiques. Tout à l'heure, vous avez parlé de la bonne expérience que j'ai eue à tout à l'heure. La faute aux politiques et la faute aux parents. La faute aux politiques et la faute aux parents qui semblent négliger l'éducation de leurs enfants ou alors la substituer à autre chose. Nous avons aujourd'hui les parents qui, à la peur d'une séquence, à la peur de leur jeunesse, ils sont au courant de rien concernant le travail de leurs enfants. Et il suffit que le papa revienne à la maison avec un petit bleu au bras, à la fesse. À ce moment, le parent se réveille pour voir l'éducation de son enfant. Est-ce qu'il s'agit de ça? Voilà. C'est la faute politique qui demande de ne plus humilier. Parce qu'il paraît que punir un enfant en classe, c'est de l'humiliation. Et les parents qui semblent converger dans le même sens. Merci. Ok. Merci à M. Didier Lombaga qui reste l'ami. Ce que je vais dire, c'est que, en principe, entre la société d'hier et la société d'aujourd'hui, un grand fossé s'est établi. La faute revient à plusieurs entités. L'école est devenue, comme disait M. Damer, l'école est devenue politisée. Vous-même, vous l'avez si bien dit, que la PCE, ceux-mêmes qui ont défini le concept et qui veulent qu'il soit appliqué, le modifient quotidiennement. Mais ce que j'aimerais ajouter, la PCE vient faciliter aussi les apprentissages du côté des enseignants. Non seulement du côté des apprenants, mais aussi du côté des enseignants. La manière de formuler les leçons est très différente de l'approche par objectif. Il est bien vrai, aujourd'hui on a l'impression que les enfants, qu'on est en train d'abrutir les enfants, comme vous-même vous l'avez dit, que c'est une approche APC, abrutissement des apprenants. Mais avant, où les techniques de mémorisation étaient prônées, c'était aussi une forme d'abrutissement. Parce qu'on mémorisait et on restituait à l'enseignant ce qu'il nous avait donné sans ajouter notre propre intelligence pour ajouter un plus qui vient de nous-mêmes. C'est ça la différence avec l'APC, parce que l'apprenant n'est pas là pour restituer, déjà même que l'enseignant ne lui apporte, ne lui donne rien. C'est lui-même qui construit son savoir. Et lorsque le savoir est même modifié, il revient à l'enseignant de chercher à comprendre l'apprenant où il est en train d'aller. Et si même, ici,
la restitution des connaissances toutes faites n'est plus la bienvenue. Ce qu'on attend de l'apprenant, c'est les capacités à pouvoir lui-même formuler des réponses qui vont dans le sens de la question qui lui est posée. C'est l'enseignant qui est le premier technicien, le technicien de la communication. C'est l'enseignant. Il faut donc voir ce que l'enseignant subit au Cameroun. Je ne dis pas on. C'est très grave, extrêmement grave. Pourquoi? Le soldat dépasse l'enseignant. Le policier, le gendarme dépasse l'enseignant. Je crois que vous avez vécu tout cela. L'enseignant qui demande, il a déposé un dossier il y a cela 10 ans, que ce soit dans le supérieur, secondaire, primaire. C'est l'enseignant qui encadre le fer de lance de la nation. Je crois que l'expression, vous la connaissez. C'est l'enseignant. Alors, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Quand on parle de politique, c'est vrai. La politique est venue piétiner l'enseignant. La politique a amené le tribalisme. La politique a amené la corruption. Pourquoi j'en parle? Parce que ici, dans tous les ministères, si on veut vous nommer, il faut 500 000, 300 000. Donc, il n'y a pas de compétence. Dans chaque région, il y avait des inspecteurs pédagogiques. Ici, j'ai travaillé avec le proviseur qui est là à côté de moi, sérieusement. Et c'est grâce à ces rencontres que de temps en temps, ces inspecteurs sortaient les livres qu'il faut. Là, je crois qu'on va en parler ici. Vous voyez les livres. En mon temps, ces rencontres avaient proposé qu'on prenne par exemple la grammaire par l'observation. Je crois qu'ici, il y a des élèves qui ont employé ce livre pendant des dizaines d'années. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que ces livres-là, en classe de 6e, chaque livre avait 12 chapitres avec des exercices d'application, tant en rédaction qu'en grammaire, etc. L'orthographe. Mais voyez ce qui se passe aujourd'hui quand on parle de politique au Cameroun. C'est chacun là-bas, au ministère, qui pointe du doigt les livres qu'on doit envoyer. Vous voyez, les espèces de livres que mes petits-enfants ont. Et on parle de recherche. Tous les parents sont-ils capables d'accompagner leurs enfants dans ces recherches? Et c'est pour cela qu'on dit que ici, au Cameroun, c'est la politique qui est en train de piétiner l'enseignement. C'est de la même manière que le petit Bantou était formé. Il observe d'abord. En observant, il apprend à imiter. C'est pour ça que les élèves aujourd'hui n'ont plus les modèles. Vous avez un enfant en classe qui a pour modèle un policier. Il est élève, il regarde tous ses enseignants, mais aucun ne l'inspire. Parce qu'ils sont interdits d'imiter leurs enseignants. Alors que l'adage nous apprend que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On leur interdit de forger, mais on veut qu'ils soient des forgerons. C'est ça l'APC. L'APC vous dit, voici le cours d'eau. Comment pêche-t-on? Et l'élève qui n'a jamais su pêcher doit commencer à imaginer
Parce qu'on lui dit qu'il doit imaginer, j'ai suivi tout à l'heure ce que mes jeunes collègues de l'APC me disent là. Avec l'APC, on a inversé l'ordre des choses. C'est les enseignants qui deviennent des élèves et les élèves deviennent les enseignants. C'est-à-dire Toto enseigne son maître. Toto lui-même c'est quoi? Je vous pose une question. Je ne m'y retrouverai pas réellement. Parce que les inspecteurs régionaux sont arrivés plus d'une fois. Ils ont sonné leur cloche. Quand les nationaux sont arrivés, j'ai constaté que le son de cloche a varié. Je me suis dit, pour la même approche, si les sons de cloche varient, je me retire. Ça va m'abrutir. Et c'est pour ça que pour moi, l'APC, c'est un abrutissement programmé. L'enseignement du français, désormais, essaie de prendre appui sur les cultures, sur les traditions locales de chaque peuple. Parce qu'aujourd'hui, vous qui voulez dans vous avez parlé tout à l'heure de l'orthographe, M. Lissaguet, la correction orthographique, où il n'y a plus de sanctions. Mais ça veut dire que les enfants vont écrire les sons. Et ça a amené les Canadiens à changer l'orthographe de certains mots. Quand la PCI est arrivée, ils ont changé l'orthographe des mots. Par exemple, dans le son F, se formait en PH. Maintenant, au Canada, on écrit éléphant avec FAL. Puisqu'il n'y a plus. Maintenant, vous voyez, c'est ça la PCI. C'est-à-dire que c'est l'élève qui nous amène maintenant à savoir comment on doit parler français, comment on doit corriger le français, comment on doit écrire les mots. Et vous voulez nous dire que c'est ça? Et ça veut dire que la langue française va disparaître. Et moi j'ai peur, hein. Heureusement que ce n'est pas maintenant. Si elle disparaît, que ça fleurisse, c'est mieux. Je suspends là-dessus à tout. Bon, merci monsieur Atou. Il est bien vrai, quand on arrive en retard, on ne sait pas où commencer. Mais je prendrai là où j'ai trouvé, parce que je vais plutôt intervenir au sujet de l'APC, tel que le disait M. Saguet. Bon, moi, j'ai suivi M. Baïmelek, qui aussi déjà était mon professeur de français. Et d'ailleurs, je n'ai pas oublié, parce que c'est grâce à lui que j'ai écrit quelque chose sur un brouillon, où j'ai dit la non-obligation des parents. Parce qu'en réalité, moi, j'ai défini dans cet ouvrage qui ne sortira peut-être pas pour le moment, où le plus difficile, c'est de faire un enfant que de l'élever. Parce que, compte tenu de la société actuelle où les gens pensaient que élever est plus difficile, moi, je démontre que c'est le faire qui est plus difficile. Bon, mais moi, je vais vous étonner. Parce que, sincèrement, je pense que l'APC est la méthode qu'il fallait. L'APC, pour moi, j'ai l'impression qu'on a même navigué à vue durant des années passées et qu'aujourd'hui l'APC arrive un peu pour nous sauver. Parce que j'ai l'impression que j'ai, c'est que les gens analysent mal l'APC et ils se font des idées. On parle d'une approche par compétence. En réalité, l'approche signifie une direction, un sens vers. Ça veut dire à un moment donné, l'APC appelle à l'évolution continue. L'APC n'est pas un lieu où on arrive, on dit je suis arrivé. Et comme le monde change, normalement il fallait une technique, une méthode qui permet également de changer en fonction du monde. Un peu comme je dirais, lorsque la démocratie arrive, on parlait de luxe pour les pays pauvres. Et aujourd'hui, d'autres ont pensé que c'est une longue école. D'autres même se sont dit premiers élèves, parce qu'en réalité, on pensait qu'en démocratie, on apprend tous les jours. J'aimerais tout simplement ajouter, pour dire que l'APC, quand je dis que c'est une école, je vais vous prendre un exemple simple. Moi, c'est comme ça que, même dans la salle de classe, parce que ceux qui me connaissent savent que je suis instituteur, aujourd'hui,
on a essayé de me... Je suis directeur d'école de la gare, mais je reste dans le domaine parce que je prends la clé régulièrement. Lorsque je dis souvent aux enfants, l'APC c'est quoi? Moi je prends un exemple simple. Je prends toujours l'exemple du riz sauté. Lorsque vous faites un riz sauté, tout à l'heure, le monsieur le disait, le riz sauté, c'est une finalité. Mais est-ce que tout le monde prépare le riz sauté de la même façon? Lorsque vous mettez les moyens pour que les gens préparent le riz sauté, vous avez le choix des condiments, vous avez tout donné à vos enfants. Mais il peut arriver que l'un d'eux le fasse avec plus de sel, il a fait le riz sauté. Que l'autre le fasse avec plus de tomates, il a fait le riz sauté. Que l'autre le fasse avec peut-être plus d'oignons. Mais en réalité, tous vont faire un riz sauté. Mais ce riz sauté va sera différent des uns des autres. Raison pour laquelle d'ailleurs dans l'APC, on a parlé des compétences non acquises, en cours d'acquisition, acquis et excellent. Ça veut dire qu'en réalité, c'est graduel. Et ça reflète exactement les enseignements. Alors, moi je vais un peu parler, en ce qui concerne le français qui nous appelle ici aujourd'hui, je pense plutôt que les professeurs de français, nous qui sommes instituteurs, nous disons souvent professeurs de tout. Parce que d'ailleurs en Europe on nous appelle professeurs d'école. Parce que nous avons la charge d'enseigner les mathématiques, le français, tout ce que vous enseignez au lycée. Moi je pense en réalité que les professeurs de français, pour ce qui les concerne, n'ont pas fait l'effort qu'il faut pour s'adapter à l'APC. Il y a 3 mots à l'APC, il n'y a pas d'autres. L'oral, l'écrit, la pratique. L'oral, l'écrit, la pratique. Je vais vous dire, pendant que j'étais tout petit, pour parler des langues, nous, pour qu'on parle cette langue française, ce qui était la pratique. Je me souviens, M. Ebongo Jacques, paix à son âme, dans mon village à Elokoui, nous avions ce qu'on appelait la médaille. Ça veut dire qu'on prenait les bouchons de bière où on attachait le fil quand on les a percés. Ces médailles vous suivaient même chez vous. Ça veut dire que s'il est même dans sa pirogue et que tu parles même un peu ta langue bakoko, ton frère à la maison te remettait cette médaille ou bien ton voisin. Le matin à l'école, on recensait tous ceux par qui la médaille est passée. Ça veut dire qu'on nous est obligés à pratiquer même chez nous. Dans nos maisons aujourd'hui, pour parler de la pratique, combien dans nos maisons où un enfant dit le à la place de là et qu'on s'arrête pour lui dire non, dis-le, ne dis pas là. On a l'impression qu'aujourd'hui en français, on accepte tout. Dans nos maisons, il n'y a plus de suivi. C'est pour cela que moi, si c'était possible, il est question pour moi, pour vous les professeurs de français, d'essayer, parce que l'APC qui parle de la pratique, il faut que vous sachiez que la pratique ne se limite pas à vos exercices en classe. La pratique en réalité, c'est l'utilisation du français dans toutes les circonstances qui doivent être également à la maison. Essayez de créer des méthodes pour que même à la maison, vous vous fassiez aider par les parents, par les voisins, par même l'entourage de la maison pour que les gens s'expriment régulièrement. Enseignante de français au lycée classique EDA. Je tiens d'abord à m'excuser du retard parce que j'étais en cours, on a créé cette journée qui est nôtre. Je suis un peu embarrassée, d'abord parce que ce sont mes collègues qui sont assis là. Je suis très embarrassée parce que de l'autre côté, ce sont nos enseignants, ceux qui nous ont fait rêver et qui jusqu'à présent continuent de nous faire rêver. Mais je pense que concernant la question de l'enseignement du français, j'ai mon mot à dire. Je vous ai entendu depuis que je suis arrivée là et je suis un peu perplexe. La question que je me posais tout à l'heure, puisque je me demande donc qu'est-ce que nous faisons en classe si l'enseignant même ne croit pas. Parce qu'à chaque réaction qui fusait de l'assistance, on disait oui, c'est politisé, oui, ce n'est plus ça. Mais qu'est-ce que nous faisons là? Et je salue ici la contribution de grand monsieur, je suis vraiment fascinée par ce que vous venez de dire. Et je partage mot pour mot ce que vous venez de dire.
L'ancienne génération, moi, jusqu'à aujourd'hui, je crois que ce matin encore, j'ai vu mon enseignant de français de terminale. L'ancienne génération, l'enseignant de français d'il y a quelques années, prenait le magistère du site. On se tenait là et on inculquait, on enseignait, on informait, moi je dirais même on informait. Aujourd'hui, l'APC est là. On concède à ce système beaucoup de failles. Peut-être parce que nous-mêmes, nous ne le comprenons pas. Ceux-mêmes qui sont venus nous le, comment on va dire ça, vulgariser, ne l'ont pas eux-mêmes très bien compris, ou alors ne se sont même pas eux-mêmes très bien entendus. Mais une chose est sûre, à mon humble avis, l'objectif de l'APC en classe de français est d'amener l'enfant à utiliser ce qu'on lui enseigne en classe dans la vie de tous les jours. Le français théorique de la salle de classe. Le français au lycée professionnel agricole, puisque on apprend là-bas la transformation des produits agro-pastoraux, la maintenance des équipements agricoles, on apprend la production animale, on apprend la production végétale. Là-bas, le but du français n'est pas de maîtriser les auteurs, comme disait Madame Kibis, de citer ou alors de réciter de grands textes. L'enseignement du français là-bas vise à amener l'apprenant à savoir désigner toute chose qui constitue son monde professionnel, à savoir comment élaborer un défi, un contrat, tout ce qui va d'abord dans le sens du travail. Parce que le but du lycée professionnel est de former l'enfant déjà à partir du lycée à une profession. Ne pas l'amener à faire une formation après le lycée, mais déjà être formé à qu'il puisse travailler. Donc on lui apprend à maîtriser son milieu professionnel. Chez nous, les cours, par exemple, l'APC ne se pratique pas tout simplement comme dans les lycées d'enseignement général. On va sur le terrain. Il y a des cours qui se passent au champ. Par exemple, un cours de français, mais qui se déroule au champ. Un cours de français qui se déroule dans un poulailler. L'enfant de 6e, par exemple, doit être à même de désigner le poulailler, de désigner une poussinière, de désigner ceci. Donc, on s'arrange dans les textes qu'on utilise à utiliser ce vocabulaire qui est propre au milieu professionnel de l'enfant. Et au sortir de là, chaque enfant doit être capable de parler et de donner de la valeur à sa profession, tout simplement à partir de son vocabulaire. Aussi, là, ça suffit. De 200 versets, de la coulée, il faut qu'on arrête ça. Futur en péril, de meurtri, il faut qu'on arrête ça. Monsieur le professeur de français, aujourd'hui nous allons célébrer non seulement le métier, maintenant ne prend pas maintenant les cours en ligne. Justement parce que, premièrement, il y a la montée des NTIC, les nouvelles techniques d'information et de la communication. Ici, nous avons ici Windows, nous avons les technologies. Aujourd'hui, quand on parle des smartphones, on a trois grandes technologies. On a la technologie Windows de Microsoft, on a la technologie Android et on a la technologie de l'environnement Linux. Pourquoi on parle de plus en plus des cours à distance? Justement, notre contexte actuel avec le coronavirus, nous savons que même dans nos quartiers, dans notre jargon de quartier, on parle du LMD pour éviter le coronavirus. Le LMD c'est quoi? C'est lavage de mains pour le L. On a le port du masque et le D pour la distanciation sociale. Mais nous avons le choix. Soit on va appliquer ces méthodes, soit on va passer la nouvelle phase, ce sont les cours en ligne. Ce sont les deux aspects, le boom technologique et le coronavirus qui nous amène de plus en plus dans l'information en ligne. Ce sont les moyens disponibles, mais aussi prendre en compte les moyens technologiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certains aspects, si on veut faire les cours nous devons connaître quels sont les logiciels, quel est le contenu, parce qu'il y a des logiciels comme Zoom qui demandent beaucoup, une grande passante un peu plus large, nous devons adapter avec le contexte. Il ne faut jamais penser
pensez jamais que le cours en ligne, c'est une formation au rabais. Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple au Cameroun, nous les informaticiens de l'université d'Abar font exclusivement le cours en ligne. Nous les informaticiens du Cameroun, est-ce qu'on peut dire, sans risque de se tromper, que l'informaticien formé au Cameroun est plus fort que celui qui est formé à l'université d'Abar? Vous ne pouvez pas. Lui fait le cours uniquement en ligne. Nous ne pouvons pas le dire. 16% des étudiants suivent aux États-Unis les cours exclusivement en ligne. 18% des étudiants suivent les cours les cours jumelés de l'enseignement en ligne et enseignement à distance. Et à l'université là-bas, un étudiant sur 3 suit exclusivement les cours en ligne. Erreur numéro 2. Pensez que la formation en ligne est une formation inférieure à la formation présentielle. Ici, maintenant, l'avantage, lorsqu'on fait la formation à distance, on a une capacité de rétention. De l'apprenant et l'assistant de l'enseignant en tant que guide. L'enseignant ne doit pas être ce bourreau qui a la chicotte, parce qu'il ne doit jamais taper sur quelqu'un à distance. L'enseignant doit resté avec son rôle de guide. Il ne doit pas garder pour réussir ce type d'enseignement. Ici, dans le contexte aujourd'hui où le contexte nous oblige, l'avancée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et aussi la COVID, coronavirus disease 19, qui nous oblige aujourd'hui de tout faire en ligne. Les cours en ligne, leur avantage principal, c'est que les cours en ligne permettent d'avoir la totalité. Merci de votre attention. Je vous remercie. Et autour de vous, beaucoup de gens qui ont été formés en ligne. À l'époque, ce qui fonctionnait, c'était la poste, télégraphe et la téléphonie aussi. Nous avions ce qu'on appelait les cours par correspondance. Aujourd'hui, avec l'arrivée des nouvelles technologies, je crois que ce sont ces cours qu'on améliore de cette façon-là. Et si à l'époque, c'était trop élitiste, n'y accédait pas qui voulait, aujourd'hui, je crois que ce que je viens de voir M. Kaldiop nous présenter nous démontre à souhait que peut-être à moindre coût, on peut y accéder. Et peut-être aussi, on peut suivre une formation même supérieure sans avoir à débourser de grands moyens. Parce que beaucoup de gens passent le bac, de jeunes gens passent le bac aujourd'hui et ils arrêtent là parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se payer une chambre à l'université, de payer la formation universitaire, de payer les ouvrages, bref, d'avoir tous ces éléments qui n'entourent que des gens qui jouissent d'une certaine assise financière. Ce que je souhaite, c'est que ce soit amélioré pour être accessible à la majorité. Ce que nous avons vécu avec le Covid dernièrement, dans le courant du mois de mars, pendant la période de confinement, c'était vraiment gênant. Parce que je ne sais pas ce que mon petit-fils qui est à Nyanon, qui est dans l'arrière-pays Andom, a pu bien suivre de ses cours à la télévision. Déjà que Eneo, avec son électricité, peut vous en priver des mois durant. Ça veut dire que même si vous avez votre télévision, vous n'aurez pas accès à ces cours parce que vous n'avez pas l'énergie électrique. Première chose. Deuxième chose, vous avez le courant électrique, vous avez votre téléviseur, mais de temps en temps, les images sont tellement floues à cause des ondes qui ne sont pas disponibles. Troisième chose, beaucoup peinent à accéder à un téléphone numérique. Si on peut avoir un petit téléphone pour la communication ordinaire à 5 000 francs, je ne suis pas sûr que beaucoup puissent accéder à un téléphone Android. Je voudrais donc savoir, avec ce technicien
que nous avons la chance d'avoir là et que je bénis parce que ça me prouve que la graine que j'ai semée n'est pas tombée sur la mauvaise terre. C'est tombé sur la très bonne terre même. Et je le disais tantôt, je me rends compte que les élèves que moi j'ai formés s'expriment très bien en français. Mais ceux d'aujourd'hui ne le sont pas. Ça veut dire que moi j'ai formé des bons élèves qui s'expriment bien et qui forment les élèves qui s'expriment mal. Moi c'est la question que je voudrais poser à vous les jeunes là. Pourquoi moi je vous ai bien formé, vous vous exprimez bien et ceux que vous formez s'expriment mal? Est-ce que vous pouvez nous répondre? Moi je suis vieux, je viendrai toujours, même si vous ne m'invitez pas, dès que je suis au courant, je viendrai pour vous poser la même question. Qu'est-ce que vous avez fait de ce que je vous ai donné pour que ça puisse produire? Parce que je ne peux pas vous utiliser vos produits aujourd'hui dans une entreprise. Dans mon secrétariat, j'aurais de la peine à lire les rapports des produits qui sortent de vos écoles. Je suis toujours en train de jouer le patron et le correcteur. Mais avec ces cours en ligne, je voudrais que l'enseignement du français essaye de trouver des méthodes pour faciliter l'acquisition de la langue, pour faciliter la pratique de la langue. Parce que franchement, c'est la dérive. Je vous dis, il y a des moments où je m'enferme, je ne veux pas sortir parce que j'ai peur de rencontrer chez le boutiquier et même dans la cour d'un lycée, quelqu'un qu'on me présente comme un enseignant, mais qui me gêne dans les oreilles à cause des fautes qu'il pond à chaque phrase qu'il forme. C'est gênant. Je vous remercie. Moi, je suis Alain Narcisse Besson, je vis à IDEA. Je suis électrotechnicien. Culture, c'est une association qui est créée en France. Dans le premier pays en Afrique, c'est le Cameroun. Culture au Cameroun doit s'étendre dans tout le pays. Nous sommes encore au début et je ne peux plus répéter. Je suis à toi un peu bossé. Je rentre directement dans le centre Mapouli. C'est culture en dehors de la jeunesse de l'enseignant. Culture au social. Culture assiste les enfants qui ne vont pas à l'école. Culture assiste les femmes, c'est-à-dire les filles qui font des enfants qui ne sont pas là. Et après, surtout, à devant les mois à la gare. Culture approche les demandes pour proposer des formations en couture, en informatique, en coiffure, pourquoi pas. Tout ce qu'une femme peut faire de ses doigts pour gagner sa vie. Culture également est une association qui voudrait voir autour de lui, autour des dirigeants, des personnes qui sont dans le besoin, qui viennent vers ces dirigeants se prononcer parce qu'on ne peut pas avoir des caméras pour savoir tel là-bas, tel là-bas. Par exemple, en décembre, il y a un an, vous voyez, je suis à Catel, c'est beau. Dommage, je vais le faire prochainement. J'aurais pu appeler tout le monde qui était là, mais j'ai distribué beaucoup de chrétiens. Même le maire Anna, quand il est dans la salle, il a fait la coordinatrice de la journée qui a habillé moi. C'est pas normal. Mais il fallait au moins qu'on puisse avoir cette tenue pour que vous sachiez que ce n'est pas du bluff. Culture d'Aïdéa a besoin d'implanter un centre de lecture. Une bibliothèque de lecture. C'est-à-dire qu'avec la culture, on a besoin des élèves, beaucoup plus, qui n'ont pas d'électricité chez eux. Ils viennent au centre, il y a l'électricité, il y a un petit confort, ils peuvent lire, ils peuvent des documents qui viennent de mettre, pas pour emporter. C'est aussi que les documents seront cachetés, pour même les enseignants de français dans la salle, quand ils passent, ils considèrent que c'est le culture, on va dire à l'enfant, amen, parce qu'on travaille directement avec les enseignants. Culture également au Cameroun a besoin de l'école de vélo, parce que beaucoup plus à l'IDEA. La fondatrice est de l'IDEA. Moi, le président du Cameroun, je suis l'IDEA, a besoin de réinstaller la chose culturelle à l'IDEA. Vous voyez, à l'époque, moi j'ai fréquenté au CTI et après le technique. C'est dans les conseils scolaires, celui qui a connu M. Kaolé,
comme professeur à l'époque, c'est-à-dire nous chassait même, disant qu'il faut qu'on ait à apprendre. Parce qu'on répétait franchement. La culture, on sont les musiciens, on sont les sportifs de tout genre, football, basketball, vélo, et ça n'existe plus. Les conseils scolaires sont finis. Les soirées culturelles, on ne les sent plus. Tout est parti. Et culture, c'est une question de culture. Donc on est là pour la culture, pour qu'on ait beaucoup plus à aider. Culture également donne des formations aux enfants pauvres qui n'ont pas moyen de payer des formations. C'est-à-dire, la culture, on peut sortir les soudonniers, les menuisiers, les électriciens, les maçons, tout ce que vous voulez. Avec la petite connaissance que nous avons, parce que la culture, il y a les chefs d'entreprise, il y a les enseignants, il y a des parents volontaires qui peuvent venir vers nous proposer des formations. Il y a un parent qui est menuisier, dit ok, envoyez-moi 2 ou 3 enfants dans la menuiserie, je vais les former. Culture et habille également les orphelins. Et à la fin de l'année, chaque décembre surtout, on va à les orphelinats, on essaie de protéger les enfants de 0 à 12 ans. Des pointures, des chaussures, des vêtements, des jouets, pour leur montrer que être orphelin ne veut pas dire qu'on est effacé de la société. Être orphelin ne veut pas dire que nous devons vous regarder comme des fous, par exemple. Culturellement, à la rigueur, dans l'avenir, on aura besoin de nous des psychiatres. Les gens qui peuvent ramener, parce qu'il y a des enfants ici dans cette unité qui sont pas fous en tant que tels, mais les familles sont dans la précarité, qui se rendent à l'eau, les tatouages, porter le boucle d'oreille. Après, un câblage. Et quand il y a un câblage, on l'appelle fou. La culture, on peut leur amener pour leur donner la vie et les formations. La culture va également dans les prisons pour leur donner des cellules mineures. Les mineurs, on essaie de voir s'il y a un problème qu'on peut gérer au niveau du procureur. On revoit à quel point l'enfant peut sortir et il n'est pas sa vie. C'est l'enfant, quand il va en prison, 1, 2, 3 ans. Après, quand il sort de là, c'est une chambre entière. C'est des agressions. Culture également, on constatait qu'à Idéa, il n'y a plus de centre de loisirs où l'enfant peut arriver, il apprend à jouer au pétanque, apprend à jouer au football, les orées, ces choses nous ont fait grandir. Et on était capable d'aller jouer, oublier la culture. Aujourd'hui, les enfants sont rentrés dans la vie facile. Ils ont besoin d'argent rapidement. On prend des baskineurs et ceux qui sont à l'école passent par le boulot et des voyous, finalement, ça se mélange. On ne sait pas qui est qui. Tu prends une moto à 21h ou commande avant d'arriver peut-être à Delamy, on t'adresse pour tes sosos. Parce que c'est un voyou de porte. Et du coup, il y a une confusion. La culture voudrait amener à aider à une autre façon de voir ces choses. À tout moment, un enfant aura besoin d'avoir une moto. On l'amène d'abord à comprendre pourquoi il veut la moto. Est-ce que c'est pour aller agresser les parents ou bien c'est pour essayer de trouver de quoi manger? Il y a que la moto, c'est pas une profession. La culture de la moto n'est pas volée. La moto, c'est pas une chose qu'on a dans la tête. Un enfant qui fait le bain, c'est qu'il faut un métier. Et la lecture, la culture, on a estimé que, comme le professeur dit, quand un enfant lit, même s'il n'a pas fait trop d'école, son vocabulaire charge. Et quand c'est une histoire enseignante, une histoire qui attire son attention, il peut copier l'histoire, un peu comme les bandes dessinées. À la télé, dans Canal+, il y a des bandes dessinées qui sont intégrées aux enfants. On se dit que bon, mais les Tintins, il y a des Tintins qui apprennent des mauvaises choses aux enfants. Donc il est préférable que dans la lecture, un enfant peut lire un truc qui leur il te relaxe ce qu'il a vu, là tu comprends que l'enfant a c'est ce que la lecture. C'est là il y a la lecture. La culture également, nous avons besoin des volontaires, parce que c'est une institution non lucrative. On fait dans le social, on n'a pas de salaire. Mais la fondatrice en France essaye de toucher les absentifs pour nous envoyer, et ces cadeaux que je dis, ça vient de France, les vêtements viennent de France. C'est pas qu'on achète ça ici un ballot, on coupe le géant, non, ça vient d'Europe. Donc, en réalité, tu as besoin des parents, tu as besoin des enseignants, tu as besoin des enfants. Le parent se reconnaît enseignant. Quand à la maison, l'enfant refuse de faire son travail manuel, ça va jouer. Quand il est bien, tu verras. Tu verras, quand tu seras parent, tu verras. Le parent essaie de mettre l'enseignant en difficulté. Quand l'enfant vient à la maison, à l'école, il est carrément dénaturé. Culture, on a des séminaires pour les parents. Comment est-ce que le parent peut amener l'enseignant à mieux transmettre sa connaissance à son enfant?
Parce que quand l'enfant parle de la maison, étant noir, c'est pas l'enseignant déterminant le premier qui est l'enfant blanc. Et c'est à partir de la salle d'initiation, à partir de la maternelle, que tu peux dire à l'enfant, quand tu te lèves le matin, si même le cas tu peux ton lit, maintenant vas-y, fais tes besoins, brosse-toi, viens faire la vaisselle, lave-toi avant l'école. Il y a des enfants qui viennent à l'école très très sales et qui ont des parents jeunes. Des parents jeunes, papa est jeune, maman est jeune, mais l'enfant se retrouve à la rue comme un fou. Il peut faire 2 semaines avec le sang être lavé. Et quand un enfant vient à l'école, l'enseignant n'a pas le droit de le demander. Ça devient une histoire de traumatisme. Parce que j'enseigne ça de 5 élèves. S'il y a 10 enfants qui sont propres et que 90 sont sales, on peut dire que les 10 autres seront contaminés. C'est la majorité apporte. Donc, dans la culture, il y a ce séminaire, il y aura ces cours, il y aura également cette façon de prendre l'enfant à la maison. Parce que quand le parent n'a pas de l'amour sur l'enfant, ce n'est pas l'enseignant qui porte l'enfant sur le dos comme un amour. Donc, ça commence à la maison. Voilà pourquoi la culture a essayé de soutenir cette cérémonie. Culture a tout. Parce que les enseignants de la culture, voilà pourquoi la culture est arrivée. Il y a les parents de la culture, voilà pourquoi la culture donne des jours aux enfants. Il y a des parents chômeurs de la culture. Notre culture propose des travaux aux parents qui n'ont pas de profession. Je vous remercie. C'est la première fois. Je vois que nous sommes à la 2e édition de la semaine, de la journée de l'enseignant de français. Donc c'était bien pensé que de célébrer cela avec nous. Moi je me réjouis personnellement parce que je suis coordonnatrice d'un club et quand j'ai entendu le président tout à l'heure parler des jeunes, lorsque nous tenons les clubs, c'est pour aider les jeunes à exprimer leur talent. Donc au lycée classique, je tiens le club francophonie, qui est un club qui rassemble les jeunes qui aiment la langue française. Nous veillons sur les enfants, nous les aidons à exprimer leur talent dans tous les domaines et en respectant le socle qui est la langue française. Donc que ce soit le chant, que ce soit la caricature, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans la musique et autres. Et je me réjouis encore plus, monsieur Atou, parce que l'année passée, ce club a présenté des élèves à un concours national, toujours lancé par une association comme Culture. Cette fois-là, cette association, c'est Lire à Douala. C'est une association qui rassemble des expatriés qui vont dans les lycées promouvoir les talents chez les jeunes. Et pour une première participation à ce concours, un élève de mon club a reçu un prix national. Il a eu la meilleure production en poésie. Et cette année, il est en train de s'appliquer à rédiger un poème. Il a été invité à Douala. Il a été reçu en grande pompe. Je rappelle que la marraine, il y avait 2 marraines de l'événement, 2 écrivaines, une écrivaine rwandaise et une écrivaine franco-camerounaise. Elle s'appelle Reine des Bou. Donc il est là. Je crois qu'après moi, il va prendre la parole parce qu'il aime la langue française et tout ce qui va avec. Donc je ne peux qu'encourager. J'espère, puisque la semaine de la francophonie va arriver, que Culture sera disposée à nous donner un coup de main lorsqu'on viendra vers vous pour demander de l'aide, pour aider ces jeunes qui vous préoccupent tant. Donc, je passe la parole à M. Bouja, lauréat du Club francophonie. En fait, je suis arrivé ici sur un coup de tête. Je n'avais pas prévu cette journée. Je ne m'attendais pas à ça. Mais ce que j'ai vraiment aimé, j'ai aimé l'association de mon papa, si je peux l'appeler comme ça, qui s'avère être le papa de professeur de langue nationale. J'ai aimé l'association qu'il a faite, que le choix est en fait. Mon impression pour l'ensemble, en fait, a réussi.
parce que pour un début, comme on dit souvent à l'accoutumée, les débuts sont difficiles. Et pour moi, ça a été bien fait parce qu'on s'est tellement joué les forces. Culture a essayé de mobiliser tous les éléments qui étaient importants pour lui. Et mon équipe et moi, on a essayé de faire de notre mieux, que la fête se passe très bien. Malgré qu'on a été déjoué à un moment donné, parce qu'on veut faire mieux que ça, mais les fonds ont été barricadés et bloqués par endroits. On a essayé de faire avec les moyens de bord que nous avions. Et à mon avis, j'estime que la fête a été bien. Mes impressions sont bonnes, sauf qu'il y a toujours des petites choses qui peuvent manquer. On a déploré un tout petit peu le retard du début de la cérémonie. Mais grosso modo, les entretiens, les interventions, surtout les anciens enseignants de français, m'ont suffisamment impressionné, m'ont suffisamment satisfait, puisque j'ai pu me rappeler de ce qui s'est passé à l'époque, qui ne se passe plus aujourd'hui. Bref, c'est des expériences qu'il faut toujours renouveler. J'allais bien dire merci à Culture pour ce genre d'action et nous pensons bien que les jours à venir, ce sera nettement mieux. Alors je dis c'est une très bonne initiative et c'est une grande première pour Culture qui organise pour la première fois dans la ville de Déa une célébration dans le cadre de la deuxième édition de la journée internationale des professeurs de français. Alors il faut reconnaître que pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître. Nous avons tablé pour une trentaine de personnes. Il faut reconnaître que nous en avons eu une cinquantaine. Les débats étaient très forts. On a commencé à 11 h et il est pratiquement 17 h. On n'a pas encore terminé. Vous comprenez que c'était vraiment extrêmement enrichissant. Il y a eu cette grande confrontation idéologique et débatté entre l'ancienne et la nouvelle génération sur l'approche par objectif et sur l'approche par les compétences. Et il y a eu cette projection à partir de ce que nous avons pu voir sur le français comme étant une langue étrangère par rapport à l'informatique que notre fils nous a bien montré. Vous comprenez vraiment que pour Culture, c'est un petit événement, mais ça a été vraiment grand dans la ville de Déa et j'espère que les générations futures pourront facilement en profiter. Nous avons présenté durant cet événement les méthodes d'enseignement à distance, comment enseigner à distance. Nous avons déjà démontré que l'enseignement à distance, ce n'est pas un enseignement qui est substitué à l'enseignement présentiel. Nous avons montré les outils qui nous permettent d'enseigner à distance avec le niveau de technologie. Parce que pour enseigner à distance, il faudrait non seulement avoir les compétences comme enseignant de mathématiques ou d'informatique ou de français ou bien de FLE, de français comme langue étrangère, mais avoir aussi les appuis techniques et technologiques. Donc il faut avoir un peu de compétences sur la manipulation des outils. On a présenté des outils comme la BBB, Big Blue, Bottom et on a Discord, qui sont les applications qu'on peut appliquer ici avec notre contexte des DA, avec le niveau de technologie, le niveau de connexion qui dérange souvent avec les applications comme Zoom, qui demandent un peu plus de compétences et plus de bandes passantes.